Salut! Et si l'on parlait de Un petit frère? Bonjour Elena. Bonjour. C'est mercredi 1er février que sort au cinéma Un petit frère, le deuxième film de la réalisatrice Léonore Serrail. Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Vous allez suivre la vie et l'intégration de cette famille, prise entre construction et déconstruction, de la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Après le très rythmé Jeune femme sorti en 2017 et qui a valu à la réalisatrice la Caméra d'Or au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard, Léonore Serrail revient avec Un petit frère, un film plus posé, intimiste, qui parle de la vie d'une famille déracinée entre immigration et intégration. Mais avant de vous donner mon avis sur le film, je vous propose de découvrir l'interview que j'ai pu réaliser il y a quelques temps de la réalisatrice Léonore Serrail. Et je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis. C'est votre deuxième film, Ouais. après un film qui était plutôt solaire, rythmé. Là, on passe à quelque chose de bien différent. D'où est venue l'idée de départ d'Un petit frère? J'avais besoin de voir cette histoire racontée dans un film. C'est un désir de spectatrice avant tout, un désir de maman aussi, qui a besoin que ses deux enfants grandissent avec des repères, des miroirs en fait, peut-être un peu différents. Et tout simplement, c'est une histoire qui me touchait. Elle est liée, elle est très très librement en fait inspirée du parcours du père de mes enfants. Il y avait pour moi là-dedans plein de thématiques, plein de sujets différents, plein de questionnements que j'avais besoin de comprendre. Donc en fait, je suis partie dans l'envie de le faire pour comprendre des choses. Et au fil de l'écriture, j'ai trouvé des personnages qui me semblaient être des vrais héros de roman, avec en eux de la lumière, aussi un peu du drame. Donc c'est devenu voilà, une sorte de nécessité. Donc j'ai abordé le sujet avec le plus de responsabilité possible, mais en même temps de la liberté. Et je me suis mise à la hauteur des personnages pour les regarder dans leur intimité, pour les comprendre, voir leurs relations évoluer. Oui, alors c'est ça, parce que on parle quand même d'une famille émigrée africaine qui arrive en France. Comment on se met dans la peau On se met pas dans la peau. Enfin, non, mais pour raconter ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu. Je pense que vous êtes né en Non, France, etc. mais Il y a ce rapport à ce déracinement qui est quand même important. Comment ça, on l'amène? Comment on essaye de le comprendre? je pense de la même façon que si j'avais écrit une histoire sur, je sais pas, des paysans du 18e, je l'ai pas vécu non plus, mais j'essaie de voir ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de troublant, ce qu'il y a de beau à raconter. Donc j'essaie juste de comprendre ce qui se passait à chaque étape, à chaque moment, et de mettre en valeur, de mettre la lumière tout simplement sur eux. Donc on a vraiment cherché à ce que les personnages ils soient ouverts, et bien sûr ils sont singuliers, mais ils sont ouverts pour que n'importe qui puisse s'y projeter, quoi. Rose, Jean et Ernest, en vrai, ils auraient pu venir d'ailleurs. L'histoire, je l'ai pas écrite, enfin j'ai pas fait ce film pour raconter un message, ou j'avais pas de thème, c'est pas un film militant, non, c'est une histoire que je me suis dit, si elle me touche moi, c'est qu'elle peut toucher des gens, et on peut se retrouver dedans. C'est une histoire de famille, et la famille, il y a quand même des choses qui reviennent, les mamans un peu écrasantes, les enfants qui trouvent difficilement leur place, les séparations, les deuils, et puis l'amour profond, ça c'est à l'intérieur de chaque famille. Donc moi, vraiment, on a cherché l'universel dans cette famille, plus qu'aller démontrer quoi que ce soit. Il se trouve que l'immigration et l'arrivée de cette famille en France, c'est comme une toile de fond, comme ça aurait pu être, je sais pas, des Italiens qui arrivent au début du siècle à Paris. Voilà. Il se trouve par contre qu'on n'évoque plus les Italiens, on en parle, c'est devenu partie de l'histoire, du récit français. Là, c'est toujours un peu clivant, crispé, parce que c'est pas encore des acquis, donc c'est normal que ça. Mais peut-être dans 100 ans, on dira juste c'est une histoire de France et une famille qui s'est faite comme ça. Mais voilà, ce qui était important, c'était l'intimité, et de voir ce qui se passe, les résonances. Et c'est vrai que quand on a des spectateurs qui disent ah bah moi c'est l'histoire de mon père argentin, et je l'ai retrouvé dans le film, bah on se dit ah ok, les personnages sont ouverts, ils sont généreux, et c'est des miroirs pour tous. Alors justement, l'histoire, le scénario est découpé en 3 parties. Ouais. Donc il y a la partie de la maman, Rose, de l'aîné, Jean, et du dernier, Ernest. Pourquoi du coup avoir choisi ce découpage comme ça, raconter cette histoire en 3 étapes en fait? Alors autant j'ai mis du temps avant de me lancer dans l'écriture, mais une fois que j'ai choisi ce sujet, ça s'est imposé, je crois, le jour même. Le plan m'est apparu très vite.
Il y avait la mère qui lançait le film, une première partie, et c'est vrai que cet âge-là, cette arrivée, ça m'intéressait de voir quelle éducation sentimentale elle est un peu traversée dans cette première partie. Et le grand frère, j'avais besoin de saisir un moment de glissement, de bascule, qui est pas une bascule, qui est souvent traitée, dans l'ordre de la délinquance, par exemple, ou dans la violence. Et là, c'était quelque chose d'intérieur, d'aller saisir ce qui se passe à l'intérieur, qu'il n'arrive peut-être même pas à formuler. Donc une mélancolie et un espèce de sabordage, en fait. Donc si vous voulez, du coup, ça s'est imposé en 97, quoi, 89, 97. Et le petit frère, il traverse le film, donc il est là au début, puis on le voit, il est dans l'ombre, il est très discret, mais quand même, il est là, il est attentif et on le voit grandir. Donc lui, il traverse vraiment le film, il est en 2 parties. À la fin, on le voit adolescent et aussi adulte. Donc en fait, ça s'est décidé très, très simplement. Après, j'ai mis du temps à l'écrire, mais ça, pour le coup, c'était intuitivement, la structure qu'on a plus ou moins gardée, en Mmh. fait, tout le temps, c'est assez respecté dans le film, ouais. Alors parlons de la maman, Rose. Mmh. C'est une maman, seule, monoparentale, donc qui arrive en France, avec, des traditions assez ancrées quand même. Elle éduque ses fils en leur disant: «Il faut trouver une femme, il faut se marier, il faut fonder une famille». Et paradoxalement, elle a du mal, à se poser. Elle, on voit au début de l'histoire, elle flirte avec, plusieurs hommes, et même ses relations qui durent, c'est toujours inconstant. Hem, Comment ça, vous l'expliquez qu'elle cet écart entre ce qu'elle veut inculquer et ce qu'on lui a inculqué et ce qu'elle n'arrive pas à faire? Ah bah, c'est quelque chose de profondément humain, c'est-à-dire on est plein de contradictions. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle demande, à ses enfants de travailler beaucoup. Elle leur fait tout pour qu'ils soient le plus libres possible. Et quelque part, elle est libre. Donc elle est libre, elle nous montre comment aussi être libre, c'est-à-dire, elle est venue seule, elle a fait des sacrifices, elle travaille durement et elle vit les choses à sa façon. Donc ça veut dire qu'elle essaye de vivre des choses peut-être qu'elle a pas eu le temps de vivre. Donc, les rencontres amoureuses, elle en a peut-être, elle a besoin, elle est en mode survie aussi. Mmh. Donc, je sais pas s'il y a tellement un grand écart entre ce qu'elle leur dit et ce qu'elle fait elle, mais ce qui est sûr, c'est la vie a beaucoup d'importance, donc pour elle, il faut tout essayer. Donc elle a peur de rien, elle y va, pour moi, c'est une aventurière un petit Mmh. peu. Donc quand elle est à la fois aventurière et en même temps dure avec eux, peut-être parce qu'elle s'est mise la barre très haute, elle la met aussi du coup, très haute pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Ça peut sembler paradoxal, mais je vois beaucoup de mamans comme ça. oui, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que beaucoup de mamans monoparentales mettent souvent de Mmh, côté leur vie sentimentale au absolument, profit de l'éducation, de leurs absolument. enfants, ce que ne font, C'est ce qu'on nous a appris très à peu faire. régulièrement, les hommes. Donc Oui. est-ce qu'il y avait cette chose-là qui était importante Ah aussi à bah, bien montrer sûr. et prouver que dans toutes les cultures, ce sont des choses qui, Bah, bien sûr, les modèles évoluent et là, on peut plus raconter les Mater Dolorosa pareil, en fait. C'est-à-dire que là, on c'est elle a une modernité en elle très forte, même pour l'époque à laquelle elle arrive, elle impose quelque chose qui, en fonction de ce qu'on a, de notre lien au féminisme, aux femmes, à la liberté, on va pas percevoir pareil Rose. Alors j'ai des retours très différents sur elle. C'est ça qui est intéressant, mais c'est vrai que pour moi, elle est à la fois le père et la mère. Donc elle arrive, elle est seule, elle est sur tous les fronts, elle travaille, elle veut vraiment qu'eux vivent plus de liberté qu'elle n'a pu recevoir. Elle quitte aussi, des attaches, elle se libère de quelque chose. Donc à partir de là, elle doit tout inventer. Donc elle le fait avec ses erreurs, ça veut dire aussi se tromper, ça veut dire, tâtonner, essayer et je la vois aussi comme une adolescente. mmh. C'est-à-dire qu'elle est maman, mais en même temps, est-ce qu'elle a vraiment eu, assez de temps pour, découvrir des choses? Je sais pas. Donc là, elle fait tout en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut de la force pour ça, tout en travaillant. Mmh. Voilà, moi j'avais, besoin de montrer la reconnaissance que j'avais pour aussi ces mères de famille qui sont partout, sur tous les fronts. Mmh. Alors elle a 2 fils donc, Jean et Ernest, qui Ouais. sont eux un peu pris entre 2 cultures du coup, la culture africaine dans laquelle ils ont commencé leur vie et la culture française. Celui qui en pâtit le plus, c'est Jean, pourtant qui est un élève très doué, mais qui n'arrive pas à trouver sa place ni au sein de sa famille, avec Mmh. une maman où il voit s défiler beaucoup de papas différents et aussi une culture française. À un moment, on le voit quand il est habillé tout beau en costume, chez sa petite Mmh. amie, qui finalement il décide de partir parce qu'il se sent pas à sa place, et cetera. Ça, comment vous l'avez travaillé le personnage de Jean? Bah, Jean, il vit un premier déphasage, il s'habitue, il arrive vers 10 ans en fait, en banlieue parisienne, il arrive d'Afrique subsaharienne et
Et pour lui, c'est déjà, il doit changer des choses, il doit se confronter vraiment à un autre présent. Et après, il doit faire à nouveau ça, en fait. Il doit à nouveau se redéraciner pour aller dans la bourgeoisie rouennaise du centre-ville. Ça veut dire lycée Corneille, classe prépa, et vraiment un autre monde, quoi. Donc c'est 2 fois un autre monde. Donc peut-être que c'est vrai que c'est pas évident pour lui. C'est quelqu'un, je pense aussi, en dehors de tout ça, qui est très sensible. C'est un hypersensible, qui est une éponge. Donc quand il voit que sa mère en bave un petit peu dans son histoire d'amour et dans sa vie en général, ça l'impacte, ça lui donne de la colère. Des fois, les jeunes, ils sont aussi euh, extrêmement travaillés par ce qui se passe pour leurs parents, en fait. Et ça, ça me touchait beaucoup. Et on a essayé de le dessiner avec Stéphane Bach dans un mélange de glissement, de colère aussi, de violence, parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on n'arrive pas à nommer et qu'on n'arrive pas à se changer ou à prendre des décisions, bah, ça devient bouillonnant en nous. Donc il y a forcément des choses qui se passent, on maîtrise plus, on se maîtrise plus. Donc on était allé chercher ça. Qu'est-ce qui se passe quand ça craquelle un petit peu, en fait. Mais c'est souvent, ouais, c'est un âge difficile pour les hommes et les femmes, 17, 20 ans, des moments où il faut faire des choix. Donc là, pour lui, il y a aussi la question de s'il réussit, ça veut dire s'autoriser à être transclasse, en même temps à devenir, à s'intégrer. Enfin, c'est plein de choses, c'est très lourd. Et en même temps, c'est le grand frère, c'est le papa de son petit frère, c'est Oui, beaucoup. puis ce qui est intéressant, c'est que vous montrez des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie et qu'on ne comprend pas souvent, c'est la dépression chez les jeunes. Ouais, mm, Euh, Parce que souvent on dit non, mais c'est une crise d'adolescence, c'est pas grave. ouais, Non, non, il y a vraiment un mal je suis profond chez d'accord. certains. Et c'est bien, c'est qu'on n'est pas dans le côté caricatural où parce que jeune émigré vivant en banlieue, bah, il va mal tourner. Non, là, c'est pas, il tourne pas mal, il va pas rentrer dans la drogue ou devenir trafiquant, etc. Non, il est dépressif. Et ça, autour de lui, on a du mal Ouais. à le voir. Ça, pareil, qu'est-ce qui vous a touché dans ce problème de dépression chez les jeunes? Mhm. Bah, parce qu'on demande aux femmes plein de choses. On demande aussi aux hommes plein de choses, d'être forts. La maman, on leur demande de pas pleurer, Hmm. de verrouiller, en fait, de tenir quelque Le chose et d'être mental. un homme, quoi. C'est des injonctions qui font beaucoup de mal, en fait. Donc là, il y avait ça, bien sûr, et ce devoir de réussite. C'est-à-dire qu'il doit réussir pour lui, pour sa mère, pour ceux qui sont restés au pays. Donc c'est très lourd à porter, en fait. Donc c'est une spirale de pression, de Hmm. culpabilité, d'angoisse. Et il y a Ernest, qui est finalement, bah, on va dire, le plus fort de tous, mentalement, qui est un peu le fil, j'ai envie de dire, le fil conducteur, Mm. le fil rouge du film. Comment vous avez du coup travaillé son personnage, Annie? Bah lui, c'est celui que je connais, on va dire, le mieux. C'est bizarre de dire ça, mais c'est à la source du projet, il est le petit frère avec qui dont je partage la vie. Donc ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment, ce qu'il y avait sur les épaules. Ce qu'il y avait sur les épaules, ce qu'il y avait derrière, et ce qui pouvait expliquer cette distance avec la famille. Donc ça voulait dire comprendre quelle famille lui s'est construite aussi, c'est-à-dire la famille, c'est les amis, c'est l'univers, le travail, l'école, enfin tout ce qui n'est pas la famille biologique, on va dire. Et en même temps de l'amour quand même qu'il y a pour cette famille qui nous a tout donné, qui est qui est le début et qui est le début de tout. Donc c'était plein de paradoxes qui m'intéressaient. Donc on l'a dessiné comment avec Milan petit, Kenzo adolescent, avec Ahmed adulte. C'est quelqu'un de très attentif, Hmm. de très doux, qui prend le relais de son grand frère à un moment où ça bascule. Donc lui, il a la mission aussi de réussir, mais de peut-être de ne pas faire comme le grand frère. Enfin, il est en miroir, en contraste, donc il est en creux aussi. Il est discret parce que peut-être il prend moins de place. Des fois, les grands frères prennent de la place. Le petit Jean, au début, irradie et il a une énergie que, voilà, Ernest est plus derrière. Et puis, mine de rien, il fait son chemin. Et lui, il a plus trop de souvenirs, il le dit à un moment, il se rappelle Hmm. plus en fait de son pays de naissance. Donc en fait, il est là, juste, ce qui m'intéressait, c'était ça, il est là, il est at home, quoi. Il est chez lui, dans son pays. On le renvoie à des choses dont il n'a plus de souvenirs. Et son identité est complexe, elle est multiple. Il ne se sent pas forcément le même homme que son grand frère, il ne se sent pas appartenir au même code de référence que sa mère. Ils ne se comprennent pas forcément, ils s'aiment. Bon, c'était tout ça qui était très intéressant à Hmm. travailler parce que il faut pas être dans le pathos, c'est le misérabilisme en fait. C'est juste essayer de comprendre des fois à quel prix ça a la liberté. Donc et par quoi il faut en passer pour en arriver à
des situations assez juste de légitimité, Mmh. d'ancrage, en fait. Alors le film se passe sur, 3 décennies. Oui, 25 ans, Ouais, 30 voilà. ans, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de marqueurs temps dedans, Ouais. comme, Chirac, maire de Paris, Mmh. Pasqua qui devient, ministre de l'Intérieur, quand il avait eu sa politique, très, Mmh, mmh mh. très agressive, les cabines téléphoniques, la première PlayStation et cetera, enfin voilà. Hem, alors même si le film n'est pas entre guillemets «politique», Mmh. j'ai trouvé que par ces marqueurs temps, Mmh mh. surtout quand on parle de Chirac, quand on parle de Pasqua, il y avait quand même ce petit engagement derrière, succinct, juste pour Ouais. montrer comment la France était à ce moment-là. Pareil, quand il y a le contrôle de police Mmh. d'Ahmed Silla vers la fin du film. C'était, voilà, vous vouliez pas un engagement trop profond, mais vous vouliez le montrer quand même, c'était ça le but? Oui, parce que ce serait, être un peu mensonger ou pas honnête de pas en parler, c'est-à-dire de pas l'intégrer un petit peu au film. C'est juste qu'il fallait trouver le dosage pour Mmh. pas que ça prenne de trop de place et qu'on ne parle que de ça. Parce que d'ailleurs, ce serait une super façon aussi de raconter l'histoire, de ne parler que du lien, par exemple, on aurait pu parler que des papiers de Rose, Mmh. mais je trouve que c'était pas ça qui m'intéressait au premier plan, ou, tout tra parler que de son travail et là, c'est vrai que c'était intéressant de la voir par petites piques comme pour faire progresser la société, on espère et de voir qu'il y a certaines choses qui ne progressent pas. C'est-à-dire que le contrôle de police, il est hyper important pour ça parce qu'on pourrait croire que que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais en vérité, ça arrive comme un Mmh. cheveu sur la soupe parce que, c'est tout à fait, bizarre pour Ernest d'être contrôlé à ce moment-là, et c'est bizarre de se dire que dans notre pays, ça se passe comme ça. Donc oui, c'est des petites touches, c'est pas de l'habillage, c'est pas de l'enrobage, c'est autre chose. C'est une partie de leur quotidien. C'est-à-dire que c'est une partie de leur vie, mais c'est pas tout. C'est-à-dire que leur vie ne se résume pas, à leur lien avec la France, quoi. Mmh. C'est non, il y a d'autres choses à vivre et donc c'est aussi une façon d'être plus fort que tout, que de l'inclure dans le film et de ne pas trop s'y complaire. Ouais. Mmh. Alors parlons de Stéphane Bach, Oui. qui est juste, enfin, il est extraordinaire dans le film. Mmh. Enfin, pour moi, c'est une de ses meilleures prestations au cinéma. Il a vraiment, il apporte vraiment quelque chose d'incroyable à son personnage. Comment vous avez travaillé avec lui? Comment vous avez travaillé la naissance de ce personnage? Ah bah, déjà, j'ai beaucoup parlé avec lui. Mmh. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu un plaisir fou à parler du scénario, à comprendre. On a parlé, mais de tous les personnages ensemble. Donc principalement, c'est passé par là. J'ai aussi, eu besoin de passer du temps avec lui pour comprendre comment il fonctionnait, donc on a, ça a fait naître plein d'idées. Par exemple, il y a des choses que j'avais besoin qu'il me dise quelle musique sur laquelle tu as envie de danser, enfin, tout était sujet à discussion et lui, de son côté, ben, il a en fait, lui, il a beaucoup travaillé. C'est-à-dire c'était aussi, rajeunir un petit peu, donc il est allé rechercher des choses, de la fin d'adolescence en Mmh. lui, parce qu'il est, voilà, il a été connu très, très, très jeune, en fait, donc après il y avait des choses de Jean, je pense, qui lui parlaient beaucoup, beaucoup de responsabilités aussi chez Jean, chez Stéphane, donc c'est comme des hommes devenus très tôt des hommes, donc c'était super intéressant de discuter de tout ça, de faire des liens entre les Jean et Stéphane et après, ben, lui, un peu comme Annabelle ou Ahmed, c'est-à-dire, on n'était pas tous forcément à notre place. Donc Stéphane, là, il était justement dans le film, dans la retenue. Donc c'est quelqu'un qui aime parler, j'adore parler avec lui et là, il fallait contenir et aller chercher de la pudeur, et comment dans des petits détails, on pouvait tout intérioriser. Donc c'était super, intéressant de faire ça avec lui et il m'a tout le temps étonnée, quoi, sur le plateau, il est très, très passionné par son métier, donc c'est travailler avec des gens passionnés comme ça, c'est super Mmh. facile, en fait et passionnant. Alors, pareil pour, Annabelle Legrand, qui est, elle est, je la trouve solaire dans le film. Mmh. Malgré ce qu'elle vit, Mmh. malgré ce qu'elle subit, on sent que voilà, c'est une femme forte qui ne baisse jamais les bras. Ouais. Heu, Comment pareil aussi vous avez travaillé avec elle? Pareil, elle prend pendant tout le film, elle prend l'accent africain aussi et Mmh. cetera. Voilà, tout ça, c'était des choses. Est-ce que, il y a eu un travail beaucoup en amont qui s'est fait ou ça s'est fait au fur et à mesure, Ça s'est fait, on elle a rencontré très vite Rose, c'est-à-dire qu'elle, elle est rentrée dans la salle du casting, j'avais l'impression qu'elle avait déjà lu le scénario, quoi. J'étais un peu sidérée. Elle avait besoin de jouer cette femme. Moi, j'avais besoin d'Annabelle pour jouer cette femme. Ça s'est fait très intuitivement. Et après, on a travaillé et en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a surtout, comme avec Stéphane, on a parlé, on s'est vu beaucoup avant le tournage Mmh. pour lire et relire et moi, des fois, je modifiais quelques petites choses, je notais toutes ces bonnes idées, je faisais une sorte de scénario Annabelle. C'était le scénario Annabelle avec ses remarques, ses sensations, ses interrogations, ses doutes aussi.
Donc je gardais tout ça et après, ben, je revois on se retrouve au plateau et au plateau, on invente, on cherche et je suis quelqu'un qui, je crois, si je comprends bien ce qu'on me dit, laisse beaucoup de liberté aux acteurs. C'est-à-dire que j'attends qu'ils me proposent beaucoup de choses et qu'ils se sentent très libres. Je pars du principe qu'ils maîtrisent mieux leur personnage que moi, en Mmh. fait. Donc à partir de là, je suis très à l'écoute de ce qu'ils font et Annabelle, propose en permanence des choses et c'est quelqu'un d'extrêmement à la fois expressif et inventif. Quand on a tout ça et qu'en même temps on est dans la technicité, on réinvente chaque prise quelque chose, Ouais. pour moi c'était hyper, je sais pas comment dire, un bonheur Ouais. absolu, quoi. Donc elle a énormément travaillé de son côté, elle a fait plein de choses, et on mélangeait nos idées, je sais pas. Pour moi, c'est un travail tellement collectif qu'on on était très connectés et en même temps, moi, je lui faisais une totale confiance. Alors, il y a Metsila aussi, Ouais. qui est le narrateur Mmh. du film et qui a le rôle donc de Ernest adulte Oui. à la fin. Pourquoi l'avoir choisi lui pour ce rôle-là? Parce que je trouve qu'il est impeccable dedans. Mmh. Il est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir de lui Peut-être. dans son métier de stand-upper ou dans les comédies qu'il fait. Mais je trouve qu'il a une justesse et je le trouve, je ne sais pas si c'est la coupe de cheveux qu'il a, le fait d'avoir les cheveux, mais je le trouve d'une beauté dans le film. Mmh. Il est comment voilà, c'est vous qui avez voulu Abed ou comment ça s'est Non, passé? c'est ma directrice de casting qui m'a dit, on a fait une liste de toutes les personnes qu'on voulait rencontrer pour le rôle et elle m'a proposé Ahmed dans la liste et j'étais surprise. J'ai dit: «Ah bon?» Et oui, bah, je lui ai fait confiance. On l'a rencontré Ahmed, il a fait vraiment le casting, c'est-à-dire qu'il a travaillé une scène de Rousseau, un prof de philo, et aussi une scène un peu plus, d'émotion dans un petit bout de la scène de fin. Et bah, il y a pas j'étais trop contente parce que des fois on a juste envie d'être, percuté dans et de se dire: «Bah, en fait, ah, je me suis complètement trompée, c'est juste Mmh. Ahmed qu'il faut dans le film. S'il te plaît Ahmed, fais ce film». Parce que, parce qu'il m'a bouleversée rien qu'à l'essai. Donc je me suis dit: «C'est complètement dingue, je l'avais pas vu comme ça non plus, moi». Donc je pense qu'on a tous envie d'être des fois ailleurs. Donc pour un comédien, c'est encore plus. Pour Annabelle, pour Stéphane, pour Ahmed, c'est des moments où on travaille différemment, on essaie d'autres choses. Donc moi j'ai eu un plaisir fou à travailler avec lui. Ah, c'est juste été trop court. J'avais Ouais. envie de tourner un peu plus de jours tellement c'était génial. C'est quelqu'un de très généreux avec les professionnels, les non professionnels, parce qu'il y avait des acteurs aussi qui avaient jamais joué, avec les enfants, enfin avec les élèves de sa classe. C'était assez magique ce qu'il a réussi à faire. Donc tout était facile avec lui et c'est vrai il irradie parce il est extrêmement attentif, Mmh. il est extrêmement intéressé par les autres et en même temps il a une présence et un charisme, fou. J'ai l'impression il peut tout faire, quoi. Mmh. Et puis c'est quelqu'un qui vient de la comédie, donc il est très technique. Il sait, le rythme parfait il sait aussi gérer les silences. Donc là, il y avait un lâcher prise dans cette scène, importante avec la maman qui était assez beau, à voir, en fait. Donc même l'expérience du tournage était forte. Mmh. Eh bien, merci Léonore. Bah, merci à vous. Merci à vous et encore bravo pour le film, Merci vraiment. beaucoup. Par le prisme du sujet de l'immigration, Léonore Serrail nous raconte une histoire de famille entre une mère et ses fils, et ce, de manière plutôt maligne. Car le film se divise en 3 actes, afin de mieux comprendre le point de vue de la mère et de chacun des fils, à travers quasiment 3 décennies, qui vont varier entre peur, doute, joie et peine. Car comment trouver sa place quand on est une mère célibataire avec 2 enfants dans les années 80 et que l'on est déraciné de son pays par obligation et non par envie. Mais aussi comment ces 2 fils vont réussir à apprivoiser leur nouveau pays quand on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus. Entre un ado tiraillé par les choix de sa mère et ses souvenirs d'Afrique et un plus jeune qui se sent plus français qu'africain. Le fait que le film soit divisé en 3 actes permet au casting d'être tous dans la lumière à un moment donné. Et cela afin que l'on puisse mieux profiter de leur excellente performance. Car c'est bien de performance qu'il faut parler ici. Que ce soit la talentueuse Annabelle Langronne dans le rôle de la mère qui essaye justement de jongler entre sa vie de maman et sa vie de femme, Stéphane Bach dans le rôle du fils aîné, le jeune Kenzo Sambin dans le rôle du petit frère, et enfin Ahmed Silla qui est le narrateur du film, mais surtout le petit frère en version adulte. Mais arrêtons-nous sur Stéphane Bach qui nous offre ici une prestation incroyable de ce jeune, qui rentre au fur et à mesure du film dans la dépression par manque de repères, que ce soit d'une mère pas très présente, d'un père inexistant, et d'une sensation d'être chez soi nulle part. Il est bouleversant, d'une justesse imparable, et il montre l'acteur incroyable qu'il est. Et je suis certain que ce film va être un vrai tournant
dans sa carrière. Et il y a aussi une autre surprise, c'est la prestation d'Ahmed Silla, qui est juste bluffant dans le rôle adulte du petit frère. Il est tout en retenue, loin de l'excellente pile électrique que l'on connaît d'habitude, et surtout, il dégage une émotion et une fragilité folle. C'est lui qui apparaît le moins à l'écran, mais je vous promets qu'il va réussir à vous embarquer en 2 secondes. Bref, pour son deuxième long métrage, Léonore Serrail signe un film aussi doux que puissant. Doux dans sa manière de filmer et puissant pour son sujet magnifiquement traité. Et ça sans jamais utiliser les mêmes clichés sur l'immigration que l'on peut voir d'habitude. Un film juste, beau et avec un casting formidable. Donc foncez dès le 1er février pour aller voir au cinéma Un petit frère, deuxième long métrage de la réalisatrice Léonore Serrail. Et moi, en attendant, je vous laisse avec quelques images du film et surtout, pensez à vous abonner. Salut! Donc voilà, ici, c'est modeste, mais on va s'arranger pour que chacun soit confortable. C'est la France, on est là pour s'aider, c'est la famille. Il faut être des champions, il faut travailler à l'école, il faut être plus fort que les autres. Et on ne pleure pas. Tu as besoin de quelqu'un pour toi, pour les enfants, qui s'occupe de toi. Tu t'appelles comment? Jules César. Ton nom, c'est Jules César? Oui. Mais viens, on fait une omelette. Parce On que va là... faire une omelette, là, ça ressemble plus à rien du tout. En quoi de la vie? Je sais pas, j'en sais rien. On prend ce qu'on veut ou bien on prend rien, je sais pas moi. On est libre. Je passe la semaine à ranger, à peine t'es là, il y en a de partout. Que ce soit là ou que je sois pas là, tu m'en veux alors. Je fais comment? Maman, laisse-le, on s'en va. Jean. Ces derniers temps, ton frère a dépassé les limites. Tu m'en veux parce que tu n'as pas eu de père. De père, non. Des papas, j'en ai eu plein. Hein. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Même si j'ai fait des erreurs. T'as fait de ton mieux.